Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Il est 15 h, voici les titres. Le président de la République condamne avec fermeté l'attentat terroriste de Mogadiscio. Et journée nationale donc handicapé, détection sur les différentes disciplines concernant la journée de l'handicapé en Irak, Bagdad et le Kurdistan pour un délai donc pour éviter l'affrontement. C'était donc les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président Guelleh condamne le dernier attentat survenu à Mogadiscio. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a condamné aujourd'hui avec force l'attentat terroriste survenu hier dans une artère très fréquentée de la capitale somalienne, Mogadiscio, et qui a causé la mort d'une trentaine de personnes et entraînant de très nombreux blessés. Le président Guelleh a qualifié donc les responsables de cette attaque d'agents maléfiques déterminés à maintenir la Somalie dans le chaos et la plonger dans l'abîme. Tout leur funeste projet se résume à prendre le pouvoir par la force et à imposer une autorité illégitime à une population qui les récuse, a indiqué le chef de l'État. La nation sœur somalienne et la communauté internationale ne se plieront pas à ce diktat des hors-la-loi, a réaffirmé le président Guelleh. Le chef de l'État a exprimé sa compassion aux victimes, ses sincères condoléances et aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il a réitéré sa confiance aux nouvelles institutions somaliennes, se déclarant persuadé que le peuple frère de Somalie jouira de la paix et de la prospérité. Donc le terrible attentat survenu hier à Mogadiscio semble avoir été commandité pour faire le maximum de morts et de dégâts parmi les populations et sans qu'un objectif officiel ou gouvernemental soit ciblé. Le mode opératoire est resté flou. On évoque un ou deux véhicules bourrés d'explosifs qui ont sauté dans un carrefour très fréquenté près de l'hôtel Safari. On déplore au moins une trentaine de morts et le mouvement Al-Shabaab n'a pas revendiqué l'attentat. N'est-ce pas, Asma ? Oui, effectivement, il s'agit d'un puissant attentat à la voiture piégée. On ignore jusqu'à l'heure si un ou plusieurs véhicules ont été utilisés. L'attentat s'est produit dans un carrefour commercial fréquenté donc du centre de Mogadiscio et près de l'hôtel Safari, qui signifie voyage en swahili. C'est un établissement populaire qui n'est pas fréquenté par des responsables gouvernementaux. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, même s'il en soupçonne les islamistes somaliens d'Al-Shabaab d'en être les auteurs. Eh bien, ces derniers lancent fréquemment des attaques et attentats suicides dans Mogadiscio et ses environs. Habituellement, les Shabaab ciblent plutôt les hôtels dans lesquels résident les responsables officiels. Peu après donc l'explosion, les services de secours ont fait état de plus de 27 corps gisant sur le bord de la route, mais beaucoup d'autres se trouvent sous les décombres de maisons détruites par l'explosion. Et bien Ahmed, ce matin encore, on cherchait des corps sous les décombres. Les témoins ont évoqué une forte déflagration causée par un véhicule chargé d'une grande quantité d'explosifs, ce qui a entraîné l'effondrement des étages de l'hôtel, à croire qu'il s'agit d'un bombardement aérien, genre de ce qui se passe actuellement en Syrie. Eh bien, le Premier ministre somalien a parlé d'un acte horrible et appelé les habitants à la solidarité. La mission onusienne d'assistance à la Somalie a fermement condamné les attaques barbares visant les civils. De son côté, le maire de la ville, Taïb Abdi Mohamed, a lancé un appel aux dons du sang donc, et demandé aux habitants d'aider les secouristes. Il s'agit d'un acte, Ahmed, cruel qui frappe à l'aveugle de manière indiscriminée. Merci Asma pour cette analyse et ces précisions. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés donc de la situation à Mogadiscio, puisque de nombreuses personnes sont encore coincées sous les décombres. Les secours se poursuivent et le nombre de blessés ou de morts est appelé donc à s'accroître. Également dans l'actualité, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, une nouvelle fédération djiboutienne dont les activités seront entièrement consacrées aux jeunes à besoins spécifiques a vu le jour, baptisée Fédération Handisport. Celle-ci a organisé hier après-midi donc les premiers jeux entièrement consacrés aux handicapés.
C'est en soi une première. Cette initiative donc répond au souhait du chef de l'État qui a plaidé en faveur des personnes à besoins spécifiques et dans tous les domaines afin que ces personnes soient totalement et socialement soutenues. Donc, elles doivent bénéficier des mêmes chances et opportunités que les autres. Une belle et noble initiative qui a suscité donc l'engouement de toutes les personnes vivant avec un handicap physique ou mental. Et c'est devant les spectateurs émus et enthousiastes que plusieurs épreuves d'athlétisme ont eu lieu. Il s'agit entre autres d'une course de 100 mètres pour boiteux hommes, d'une course sur fauteuil pour femmes, d'une course pour sourds muets sur 100 mètres puis sur 200 mètres. Cette prise de conscience et de considération des personnes à besoins spécifiques et nobles à plusieurs titres. Elle préconise leur intégration au sein de la société, l'acceptation de leurs difficultés sans un regard condescendant ou leur stigmatisation. Et c'est des citoyens donc comme tous les autres. Également donc durant cette journée, des médailles ont été remises à l'issue des épreuves, ont assisté donc à ces premiers jeux pour personnes handicapées. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, le président de la fédération djiboutienne des handisports et un athlète handicapé du Kenya, détenteur d'une médaille olympique, ainsi que des spectateurs venus en masse pour faire preuve de leur amour pour ces personnes. Et pour l'occasion, donc, la secrétaire d'État à la solidarité nationale a d'abord adressé ses vives félicitations au président de la fédération handisport pour cette initiative géniale qui offre dans sa première édition cette opportunité de faire valoir la capacité des handicapés de montrer ce dont ils sont capables. Après chaque Jeux olympiques qui se déroulent donc tous les 4 ans, le comité olympique international, le CIO, organise des Jeux paralympiques. Les responsables politiques ont enfin paraphrasé ou repris les propos du chef de l'État qui avait notamment déclaré: on dit souvent que la société ne fait pas toujours bon accueil aux personnes handicapées, elles sont souvent marginalisées, exploitées et leurs droits ne sont pas respectés. Mais dorénavant, cette fâcheuse pensée doit être bannie de notre esprit. Fin de citation. Et dans son intervention à l'occasion de cet événement unique, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a félicité donc de la parfaite organisation de cette première édition de la journée nationale donc dédiée à la promotion des handicapés. Les personnes à besoins spécifiques sont nos frères, nos sœurs, a-t-il déclaré, nos parents. Cette reconnaissance des droits des personnes à besoins spécifiques s'inscrit donc dans le cadre d'une vision politique du chef de l'État en vue d'un développement inclusif et d'un projet de société fédérateur qui favorise l'unité et la solidarité agissante. Également dans l'actualité, en prévision de la célébration du 110e anniversaire de sa création et dans la continuité des commémorations marquant le 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Chambre de commerce de Djibouti va organiser la première foire commerciale internationale de Djibouti. Celle-ci aura lieu du 3 au 7 décembre prochain au Palais du Peuple. La Chambre de commerce de Djibouti est l'institution de représentation du secteur privé. Elle existe depuis 110 ans et cette foire s'inscrit donc dans le cadre de la promotion des entreprises de Djibouti et de la place commerciale du pays. Cette manifestation est destinée donc à rapprocher les fournisseurs, clients et prestataires de Djibouti et de la sous-région et l'ensemble de leurs partenaires de par le monde. Un forum sur l'intégration. Comme vous le savez, la promotion et le développement des entreprises djiboutiennes constitue une des missions primordiales de la Chambre de commerce de Djibouti. Par le biais de cette foire internationale, nous visons à ouvrir le marché djiboutien à de nouvelles opportunités régionales et internationales. Il va sans dire que ces événements pourront permettre aux entreprises de la République de Djibouti de se faire une place sur de nouveaux marchés et de voir nouer de futurs partenariats fructueux. De par sa position stratégique sur la Corne d'Afrique et ses infrastructures portuaires et logistiques uniques, nous pourrons faire de Djibouti une plateforme d'entreposage, de redistribution des marchandises en provenance ou vers le pays de la région. Et à l'issue de cette réunion, nous avons pu recueillir les réactions de quelques hommes d'affaires et commerçants ou participants à cette réunion djiboutienne. Nous les écoutons.
On a eu la première réunion d'information concernant les premiers forums internationaux que Djibouti organisera. Ce forum est vraiment une très bonne initiative qui permettra de renforcer la visibilité du pays afin de montrer au monde entier les atouts en matière d'investissement, les potentialités qui existent dans notre pays. Dans tous les secteurs, que ce soit communication, que ce soit commercial, que ce soit tourisme, tout cela aura une grande portée sur le développement du pays, sur les potentialités que notre pays souhaiterait et les atouts que notre pays souhaiterait montrer au monde entier. Je pense que ce sera une très bonne opportunité à tous les opérateurs privés d'exposer les services, les biens et qu'ils comptent commercialiser, en tout cas qu'ils comptent montrer aux oui, exactement. Ce forum permettra de raffermir un partenariat, des partenariats stratégiques entre nos opérateurs et les opérateurs internationaux et les opérateurs de la région. Et bien sûr, c'était l'interview que nous avait accordé le directeur général de l'Office national du tourisme djiboutien, M. Ousmane. Alors, la foire commerciale internationale permettra de mettre en lumière le développement qu'a connu Djibouti ces dernières années. Asma Oubaker. Oui, effectivement, des infrastructures, notamment donc au niveau des infrastructures portuaires, qui en font une importante place financière et économique. Un lieu donc approprié pour les services et facilitations logistiques, un centre névralgique dans le secteur de télécommunications. Le secteur des transports a connu également un fulgurant progrès avec la création d'un nombre croissant de ports, d'une nouvelle voie ferroviaire et d'axes routiers. Eh bien, cette foire sera l'occasion de rassembler tous ces opérateurs économiques désireux de commercer ou d'investir à Djibouti et dans la sous-région afin de conclure des partenariats fructueux. Eh bien, prévu du 3 au 7 décembre 2017, cette foire intitulée First Djibouti International Trade Fair, eh bien, réunira les instances internationales partenaires, les opérateurs économiques, les sociétés et les visiteurs de l'ensemble des pays partenaires au niveau régional et international. Parallèlement, un forum économique de haut niveau, de par la qualité des intervenants, sur le thème de l'investissement privé dans les infrastructures pour une meilleure intégration régionale en Afrique de l'Est, sera également organisé du 4 au 5 décembre 2017. Durant cette importante réunion, Ahmed, le président de la Chambre de commerce, a indiqué dans son intervention que la promotion et le développement des entreprises djiboutiennes constituent une des missions primordiales de la Chambre de commerce de Djibouti. Par le biais de cette foire internationale, nous visons à ouvrir le marché djiboutien à de nouvelles opportunités régionales et internationales, a-t-il poursuivi. Il va sans dire que ces événements pourront permettre aux entreprises de la République de Djibouti de se faire une place sur de nombreux marchés et voir se nouer de futurs partenariats fructueux, a-t-il ajouté. De par sa position géostratégique sur la Corne d'Afrique et ses infrastructures portuaires et logistiques uniques, Djibouti tente de devenir une plateforme d'entreposage et de redistribution des marchandises en provenance ouverte aux pays de la région. Et bien, selon le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, de nombreuses entreprises de Chine, de Turquie, des Émirats d'Arabes Unis, de l'Égypte et de la Somalie souhaitent venir en grand nombre pour exposer leurs produits. Merci Asma pour toutes ces précisions. Eh bien, le président de la Chambre de commerce de Djibouti est revenu donc sur le pourquoi de l'organisation de ce forum d'intégration et de cette foire commerciale internationale. Nous l'écoutons. L'avant, bien sûr, pour préparer la foire internationale de Djibouti et le forum sur l'intégration régionale. Alors, comment sont nés ces deux événements? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ces deux événements sont, je dirais, une mission que la Chambre, en concertation avec le gouvernement, a pu voir le jour. Comme vous savez, la Chambre de commerce de Djibouti aura 110 ans en décembre. Et lors de nos discussions entre membres du bureau et Assemblée générale, il nous a été très important que nous puissions partager les informations. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Un événement
qui non seulement attire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Une vingtaine d'éleveurs nomades, d'agro-pastoraux et des responsables d'une bonne gestion des eaux de surface ont eu l'opportunité de se rendre en Éthiopie, dans la région du Tigray, afin d'acquérir les bonnes notions pour mieux utiliser la terre, les parcours de transhumance et la conservation des eaux de pluie. La délégation a apprécié l'accueil et a tiré profit des expériences acquises, a ainsi déclaré M. Abdulkader Moussa. C'est un sujet de la rédaction et un commentaire de Samat El-Saïd. وللقيام بمهام دراسات حول Français, Goudjira. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, les gendarmes stationnés au poste du lac Assal ont encore une fois mené une opération de ratissage dans les collines de Laïta et à Motabisso. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 110 immigrés clandestins, dont 7 femmes d'origine éthiopienne désirant tous se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par la gendarmerie. À l'issue, ils ont été donc reconduits le 15 octobre à la frontière du Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie nationale.
Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Suite au décès de l'ancien ministre Feu Ibrahim Idriss Djibril, des hautes personnalités ont adressé donc des messages de condoléances à la famille du défunt. Né en 1948 à Obok, le défunt Ibrahim Idriss, homme politique djiboutien très respecté, laisse derrière lui donc une veuve et 10 enfants, ainsi qu'une nombreuse famille. Il a débuté sa carrière dans la santé et par la suite avait occupé plusieurs postes au gouvernement, et actuellement Feu Ibrahim Idriss était membre du Conseil constitutionnel. Et très touché donc par la disparition du défunt, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed adresse ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Pour sa part, donc depuis Moscou, où il est en mission, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed et l'ancien Premier ministre de l'État Mohamed Ileta, les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne et à Moscou, Adan Mohamed Ileta et le docteur Mohamed Ali Kamil, les autorités de la région d'Obok s'associent donc à la douleur de la famille, éprouvée au défunt Ibrahim Idriss, et adressent leurs sincères condoléances à toute la famille et proches, notamment à sa veuve Fatouma Abdelkader Moussadi Olga et à son fils Abdelkader Ibrahim. Ils prient tous le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmed. Donc en Irak, au Bagdad et le Kurdistan se donnent 24 heures de plus pour éviter l'affrontement. Eh bien, un nouveau délai de 24 heures, vous l'avez dit, a été accordé aux Peshmerga, les forces kurdes, pour se retirer de leur position à Kirkouk, au cours duquel doivent se rencontrer les présidents irakiens et kurdes Fouad Moassoum et Masoud Barzani. Les autorités kurdes avaient affirmé avoir reçu un ultimatum des forces irakiennes pour se retirer des positions qu'ils avaient prises en 2014 lors du chaos créé par la percée fulgurante des extrémistes. Ce délai est arrivé à expiration dans la nuit. Toutefois, tôt le matin, aucun incident n'avait été signalé. Cette réunion se tiendra dans la province de Souleymania, située à l'est de la riche région pétrolière de Kirkouk et fief de l'UPK, le parti de Maïsoum, lui-même kurde, et rival du parti démocratique kurde, le PDK de M. Barzani. Pardon Ahmed, cette nouvelle tentative d'éviter le conflit intervient alors qu'Erbil et Bagdad sont en crise ouverte depuis la tenue le 25 septembre d'un référendum d'indépendance dans la région autonome ainsi que dans les zones disputées, notamment la province de Kirkouk. Washington a affirmé vouloir calmer les choses alors que le conflit avec les autorités centrales irakiennes et le Kurdistan, tous deux alliés de la coalition internationale anti-extrémiste, fait craindre des violences. Des responsables militaires et politiques kurdes ont plusieurs reprises affirmé qu'ils se défendraient, quel en soit le prix, Ahmad, tandis que Bagdad fait valoir qu'il est du devoir de ces troupes de reprendre leur position militaire ainsi que les infrastructures, notamment pétrolières, de cette région. Et enfin, donc, nous allons nous rendre en Californie, un bilan en hausse, 40 morts dans les incendies et des feux toujours en cours à lire. Et les pires incendies de l'histoire de la Californie, il faut le dire, continuent de ravager le cœur viticole du nord de l'État, alimenté par des vents changeants, et le bilan provisoire de 40 morts risque de s'alourdir de jour en jour. Plus de 200 personnes sont portées disparues, 235 exactement au dernier recensement fourni hier dans cette zone touristique des vallées de Napa et Sonoma. Environ 100 000 personnes ont été évacuées au total, dont 3 000 hier à Santa Rosa, la plus grande ville de la région, à 1 heure de route au nord de la baie de San Francisco. Les 16 foyers d'incendie recensés se sont mouillés en gigantesques brasiers ravageant près de 90 000 hectares, soit une superficie supérieure à la ville de New York. Environ 5 700 maisons et bâtiments sont partis aujourd'hui en fumée. Les causes de ces incendies n'ont pas encore été établies, mais le vent violent pourrait avoir provoqué les départs de feu en arrachant des lignes électriques à haute tension. Les feux de forêt ont ravagé cette année aux États-Unis, il faut le dire, 3,5 millions d'hectares, juste en dessous de la pire année 2012 avec 3,6 millions d'hectares brûlés. Merci Ali pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.